Bonjour et bienvenue. Enfin, c'est connu, Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata seront les deux figures fortes au cœur de la gouvernance publique pour les 5 prochaines années ici au Bénin. Les deux candidats, le duo a été donc élu, du moins selon les résultats provisoires de la Sénat, à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Avec mes deux invités, nous reviendrons sur l'actualité électorale marquée quelque peu par des violences. Une polémique également liée au taux de participation, des cas de fraude signalés au cours du scrutin et des poursuites judiciaires annoncées par le gouvernement. Nous parlerons aussi des implications politiques des performances électorales pour les 3 duos en compétition, les urgences également et les défis pour le prochain président de la République en vue de pacifier le pays et relancer le développement. Franck Keneva, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en décentralisation, également spécialiste de la communication politique. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous aussi. En face de vous, Joël Ataï Gadagbe, bonjour. Bonjour, cher Homo. Vous êtes, bonjour, voilà, vous êtes donc expert en gouvernance, membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin, une plateforme qui a fait donc le monitoring des élections et qui se retrouve, il faut le rappeler, au cœur de cette polémique liée au taux de participation. Merci. Je vous en prie. Alors, Franck Keneva, dites-nous d'entrer dans cette émission, quelle est la leçon fondamentale que vous tirez de ce scrutin? Merci. Je pense que la présidentielle de 2021 nous a montré que sur le chemin de l'unité nationale, nous avons encore beaucoup de défis à relever. Elle nous a aussi montré que la question des réformes doit être abordée dans une approche plus participative. Et la troisième chose que je retiens de cette présidentielle, c'est que la culture de la démocratie ne s'est pas encore bien implantée au niveau des mentalités, parce qu'une chose est de revendiquer, une chose est d'exprimer son désaccord, mais toute autre chose est de faire la violence, de tirer sur les forces de défense, de barrer les routes, etc. Donc je pense que cette présidentielle révèle l'état de notre pays, à savoir que en matière de culture de la démocratie, nous avons beaucoup de défis à relever, mais aussi que c'est un signal envers le président de la République sortant qui vient d'être réélu selon les grandes tendances, parce que la Sénat ne donne pas les résultats provisoires. Donc je pense qu'il y a un signal par rapport aux réformes, et j'aime dire qu'il faudra alors réformer les réformes. Donc je pense qu'on peut s'en tenir là, le temps d'aller plus loin. Alors, Joël Ataï Gadagbe, nous avons observé ces actes de violence quand même qui ont quelque peu émaillé donc, ce processus électoral. Vous pensez que c'est là peut-être le talon d'Achille de ce scrutin? Oui et non, parce qu'il faut quand même le circonscrire. Et chacun voit à peu près où est-ce que des heurts sporadiques ont eu lieu. En tout cas, je m'inscris complètement dans la vision de M. Caniveau, s'agissant des moyens adéquats dans une démocratie pour dire son désaccord, contester. Il est absolument inacceptable qu'on prenne les armes contre son propre pays, contre les symboles de son pays, contre ses compatriotes, et qu'on soit quasiment à la limite de la terreur. Je n'ai pas envie de parler de terrorisme, mais ma foi, c'est quand même la peur qui a été distillée comme ça sur notre sécurité immédiate et finalement notre vivre ensemble. D'où que je rebondis sur la question de l'unité nationale, de l'intériorisation des valeurs républicaines. Et je m'en voudrais de ne pas saluer l'engagement des forces de sécurité et de défense qui ont fait preuve d'une certaine retenue, en tout cas par rapport à 2019. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de retenue
Et malheureusement, encore beaucoup de sacrifices, beaucoup de blessures, dont j'espère que nos compatriotes, soldats, policiers, sortiront assez vite avec, j'espère également, le soutien résolu, continu de l'État, voire de nos compatriotes. Alors très bien, il y a un groupe de mots qui est ressorti de l'analyse donc de chacun de vous, l'unité nationale. Franck Kenevor, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une scission au Bénin actuellement? Est-ce que le pays est clivé? Est-ce que ce pays-là, est-ce qu'on peut lier ces violences que nous avons notées essentiellement dans le centre et dans le nord du pays comme étant peut-être des étincelles ou bien un symbole, un signe de régionalisme? Oui, vous savez, dans notre pays, il y a des leçons qu'on n'a pas tirées d'événements antérieurs. Et je pense que le moment est venu de tirer clairement ces leçons-là, parce que ce n'est pas parce que le président en exercice est du Sud que systématiquement le Nord doit être dans l'opposition. Vous voyez, il y a plein de personnalités du Nord qui se retrouvent dans le gouvernement aux côtés du chef de l'État. Donc, il y a eu une tentative pour opposer le Nord au Sud, pour opposer le Sud qu'on schématise à travers les fonds au reste du pays, notamment au nord du pays. Et ça, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, parce que le Bénin, en une journée, vous pouvez sillonner du sud au nord le Bénin. Vous pouvez, ça fait quand même 60 ans au moins que nous sommes ensemble et que nous nous côtoyons, que nous nous mélangeons. Ensuite, nous partageons les mêmes religions. Si vous prenez les trois grandes religions qui dominent au Bénin, le christianisme, c'est du sud au nord, l'islam, c'est du sud au nord, la religion endogène, c'est du sud au nord, et donc, il y a tellement de choses qui nous unissent et qui devraient nous permettre, au-dessus de tout cela, nous avons une république, une identité nationale qui nous permet quand même de nous distinguer du reste des pays. Et donc, tous ces éléments-là, en 2 jours, ont été mis à mal pour des raisons politiques, pour des raisons qui, à mon avis, ne peuvent pas justifier les propos, les prises de position, tout ce qui a été dit. Et je pense que nous devons non seulement apporter des réponses crédibles sur 2 plans. Premièrement, j'ai parlé de régionalisation du développement. Il faut que, parce qu'il y a cette impression qui n'est pas toujours justifiée, que le développement se retrouve plus dans une partie que dans l'autre. Mais ce qui n'est pas vrai, parce que nous avons 77 communes réparties sur l'ensemble du territoire, et ces 77 communes proches ou éloignées de Cotonou ne vivent pas les mêmes réalités. J'ai l'habitude de dire, quand moi je mets pied à Tori, je vois que c'est une commune qui est à 20 km de Cotonou, mais qui n'a rien. Il n'y a rien véritablement dans une commune comme Zé à côté. Donc, il faut régionaliser le développement de sorte que chaque région ayant son pôle de développement puisse tirer le reste pour que quand vous allez d'une région à une autre, qu'il y ait un minimum de bien-être. C'est ça, un minimum de services sociaux de base bien développés et que les communautés se sentent ensemble. Deuxièmement, je pense qu'il faut travailler sur notre mentalité. Il faudrait que nous puissions améliorer. C'est la francophonie qui a vraiment développé ce concept de vivre ensemble. Quelles sont les causes de notre vivre ensemble? Et ça peut avoir des répercussions politiques. Moi, j'ai bien apprécié que le président Patrice Talon ait comme colistière une compatriote du Nord. De plus, c'est une femme. Donc, on peut, dans la réflexion de notre vivre ensemble, trouver des codes qu'on n'a pas besoin de mettre dans une constitution ou dans une loi, mais des pratiques qu'on développe pour que, au cours d'un quinquennat,
toutes les régions puissent se reconnaître facilement à travers celui qui est élu. Et je pense que c'est un défi que nous devons gérer ensemble véritablement, parce que tel que c'était parti, si le gouvernement n'avait pas la maîtrise très tôt de la situation, on allait quitter des revendications politiques à des revendications régionalistes qui auraient peut-être eu plus de conséquences. Très bien. Alors, le pacte social fissuré, vous l'avez donc démontré. Vous avez également apporté une thérapie de choc pour donc y remédier. Joël Attaïgadabé, est-ce que ces crises, effectivement, ont comme ressort des sentiments de frustration qu'on peut peut-être dater il y a quelques années, de cela encore? Oui, vous parlez à juste titre de frustration qu'il faut pouvoir identifier. C'est ça le défi, hein, et pour y apporter les traitements conséquents que Franck Kenivos suggère. Et je me demande si la démarche a été sérieusement entreprise en 2 ans où ces sentiments se sont manifestés. Quelles ont été les réponses au-delà du pardon symbolique que le chef de l'État de la demande pardon qu'il a présentée dans la région, et accompagné quand même de quelques actes d'amnistie et d'élargissement des uns et des autres. Il me semble qu'on n'a pas encore creusé ce qui ne va pas. Et nous sommes pratiquement devant le début d'un irrédentisme et qu'il faut savoir juguler, sans chercher forcément à ranger les uns et les autres derrière des chapelles politiques. Parce que dans ces conflits, il y a les positions qu'on affiche, mais il y a derrière les intérêts. Il y a, voire même les opinions qu'on développe, mais qui ne rendent pas compte de la réalité. Et donc, il va falloir aller au-delà de ce qui est affiché là, et pour toucher du doigt ce qui ne va pas, et que peut-être certains tentent de récupérer avec les motifs politiciens. J'ai la faiblesse de croire que une partie des réformes a dû frapper durement certains dans cette région-là. Je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement a pu anticiper, a pu identifier voilà, ces dégâts collatéraux, mais ça prend des proportions qui semblent échapper à tout, et on aurait mauvaise grâce, on aurait tort de tout rejeter ou de tout voir à travers le prisme opposition et mouvance. Alors, définitivement, il est important, au moins au plan politique, pour ceux qui ont la responsabilité de l'État en ce moment, le président de la République et notamment, d'identifier les meilleurs intermédiaires possibles pour rentrer en contact avec les communautés à la base. Justement, j'allais vous faire la question. Ces derniers jours, on a quand même vu plus d'une dizaine de communes n'ont pas pu se rendre donc aux urnes, n'ont pas voté. Et il y a une sorte d'émergence de ces stéréotypes. Là, aujourd'hui, on stigmatise donc des régions entières. Comment fait-on pour déradicaliser ces régions-là? On ne les stigmatise pas encore. Il faut se garder d'en arriver là. Et franchement, ça fait 2-3 ans qu'on patine. Mais lorsqu'on lit ces régions, des acteurs politiques, des figures fortes qui sont soit au Bénin ou à l'extérieur. C'est le propre du politique, surtout en campagne électorale. Franck nous le dira mieux en communication politique. C'est de simplifier au maximum et d'aller au clivage, hein, pour mieux s'identifier, pour mieux se présenter, ou comme victime, ou comme la solution miraculeuse à un problème ou à une situation. Donc le politique a l'art de transformer artificiellement les situations et de leur donner une autre orientation qui a tendance à mener les uns et les autres en bateau. Donc il faut que la pression redescende, et qu'on s'interroge, et qu'on retrouve les meilleures personnes ressources possibles, et sans intérêt politicien, sans marquage. Et je crois qu'on se prive de beaucoup de ressources dans notre pays pour se parler tout simplement et amener au déblocage des situations.
cette zone-là, quand on prend Tchaourou, ça fait à peu la superficie du département du Mono. Il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas qu'une commune parmi tant d'autres, en étendue déjà, en ressources ensuite, avec le massif forestier qui est là, les enjeux d'exploitation de ce massif forestier, voire de la culture de rente qu'est le kajou. Quel est l'accord qui permet de vivre ensemble, de fonctionner, et avec ces réalités socio-économiques, et sans parler, et j'en viens symboliquement à la question du pacte de terre entre les Bariba et les Nago, dans ces zones-là, allant de Savé-Bantais vers Parakou, un peu au-delà. Il ne s'agit pas de détruire quelque chose qui est une richesse pour notre pays. Mais il faut que ça évolue. Il faut que nos frères Bariba, Nago également, comprennent que les temps ont changé. En tout cas, je parle des leaders qui ont le devoir de développer une autre compréhension de l'identité dans voilà, le creuset national que nous essayons de construire. À l'inverse, les fonds également, empire ou anciens royaumes dominants, peut-être aussi ont des révisions à faire dans leur manière de se percevoir et de percevoir les autres dans l'accès aux ressources ou bien dans le partage des dividendes du pouvoir. Pour notre malheur, la colonisation a commencé par la côte, enfin la pénétration coloniale, et ce qu'on peut appeler le développement, entre guillemets, en tout cas les éléments de modernisation. Et je ne suis pas sûr que, malgré tout, les régions septentrionales du Bénin soient si mal dotées que ça. Et nous avons une certaine facilité à la victimisation, et dont nous devons nous départir pour apprendre à nous parler vrai par rapport à notre histoire, par rapport à notre réalité d'aujourd'hui et à ce qu'on peut faire raisonnablement pour l'avenir. D'accord. Très bien. Alors, Franck Kanevoy, je propose cette fois-ci que nous puissions évoluer en parlant de ce taux de participation qui fait objet de débat. Vous qui observez les processus électoraux depuis quelques années au Bénin, la Sénat qui annonce plus de 50% de taux de participation, est-ce un record? Non, pas du tout. Ce n'est pas un record parce que depuis 91, sinon même depuis le référendum de 90, on a connu des taux allant jusqu'à 60 et quelques, voire 80% de participation. Dans tous les cas, pour les présidentielles, on tournait autour de 60 et quelques pourcents. Donc aujourd'hui, à 50%, on peut trouver que c'est faible. Mais si on interroge le contexte, d'abord, on est toujours dans une pandémie, la Covid, qui fait que certains, même si tout était calme, n'allaient pas aller voter. Deuxièmement, il y a eu des violences, il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement d'intimidation que on peut se réjouir d'avoir atteint ce pourcentage-là, qui est une surprise agréable pour moi, parce que pour moi, il y avait quand même un défi de légitimation par les urnes. C'est vrai qu'au Bénin, il n'y a pas de seuil de participation pour valider une élection, le vote n'étant pas obligatoire. Et donc, à partir de ce moment, le taux de participation devient un élément pour crédibiliser, pour légitimer celui qui sort des urnes. Et donc, je pense que aujourd'hui, on a dépassé 50%, suivant les tendances de la Sénat. Je pense que quand la Cour constitutionnelle va donner les résultats provisoires, on pourrait aller au-delà parce que justement, la Sénat n'avait pas dépouillé tous les bureaux de vote avant de donner les grandes tendances. Donc je pense que si on interroge le contexte, l'environnement d'intimidation qui a prévalu avant le scrutin, c'est un très bon
taux de participation qui suffit pour légitimer le duo gagnant et permettre à ce duo d'agir au nom de tous les Béninois et de rassembler tout le pays, de pacifier le pays et d'unifier dans la tête, ne serait-ce que dans la tête, l'ensemble des citoyens de ce pays. Donc je pense que, quoi qu'on dise, parce qu'en 2020, on était à 49% de taux de participation pour les communales, mais en 2020, on n'avait pas extirpé les personnes décédées de la LEPI, comme la Cour l'a demandé cette année. Donc je pense qu'on est dans la même dynamique à peu près. S'il n'y avait pas eu ces violences, on aurait dépassé les 50% plus franchement, à mon avis. D'accord. Alors, Joël Ategadagbe, comment se fait-il que la plateforme électorale des OSC du Bénin, qui a déployé près de, disons, 15 000, non, 1470 voilà, observateurs sur le terrain. Comment se fait-il pour 13 000 et quelques bureaux de vote. Comment se fait-il que cette plateforme se retrouve aujourd'hui au cœur de la polémique? Elle annonce plus de 26% de taux de participation. La Sénat conteste avec plus de 50%. Bien, vous avez commencé à donner quelques éléments de comparaison, pour ne pas dire de compréhension. Et je tiens fondamentalement à souligner que la plateforme électorale, en cas que toute mission d'observation, ne saurait s'installer dans une dynamique de concurrence avec les organisations chargées de gérer les élections, comme la Sénat et la Cour constitutionnelle, qui ont le pouvoir régalien sur un certain nombre de choses. Il n'empêche, ce regard externe est indispensable, est fondamental, est crucial pour, en tout cas, aller ou faire évoluer le système vers davantage de transparence, de crédibilité. Ça ne se comprendrait pas autrement que de se déployer comme ça, relativement supplétif de la Sénat, et en tout cas dans une vision de complémentarité pour que chaque fois les processus électoraux s'améliorent à partir des observations qui ont été notées. Une observation n'est pas là pour sanctionner, pour certifier des résultats. Ça n'a pas de sens. Modestement, avec les moyens qu'une coordination a, je pense que la nôtre avait le plus d'éléments sur le terrain. La question est de savoir ce qu'on visait. C'est vrai, fondamentalement, nous avons retenu les objectifs de violence sur lesquels on a même travaillé antérieurement en termes de contact avec les décideurs, enfin les leaders, comme les communautés à la base, non sans alerter, non sans intéresser les décideurs à faire quelque chose pour mitiger la violence qui s'annonçait. Deuxièmement, c'est bien le taux de participation à partir d'un contexte de réforme qui a amené une cassure, qui a pratiquement amené à un scrutin sans enjeu dont le vainqueur était quasiment connu. Et c'est un taux de participation qui était en plus un enjeu pour même un vainqueur annoncé à l'avance, dans la mesure où on peut avoir la surprise désagréable que son camp ne se soit pas mobilisé et de se retrouver peut-être dans un second tour ou de se retrouver peut-être deuxième et à maintenant batailler pour, par tous les moyens, revenir au second tour. Donc c'est devenu fatalement un enjeu de légitimation à terme, et surtout au regard de 2019 qui nous a donné l'Assemblée nationale qui est là, qui est monocolore et qui porte ce vice rédhibitoire. Et Dieu merci, cette fois-ci, sinon depuis 2020, on a une ouverture vers davantage de pluralisme, mais nous sommes toujours nostalgiques et ça explique en partie, excusez-moi, en partie peut-être la faiblesse de la participation. Quelque part, peut-être que les Béninois restent nostalgiques
d'un choix plus large qui leur aurait permis, au moins au premier tour, d'aller à leur préférence avant qu'au second tour, le vrai match ne commence. Pour revenir à la plateforme, elle a déployé les 1470 observateurs en position fixe sur des bureaux retenus, des postes de vote retenus statistiquement. J'avoue immédiatement que avec les menaces de violence et surtout le cours des choses dans les régions perturbées, nous avons été perturbés. Le dispositif a obligé à reparamétrer les niveaux de calcul. Et chemin faisant, nous avons encore eu les situations de bande terre où au centre, on a pu voter. On a déplacé les postes de vote au centre un peu où c'était sécurisé. Il me semble qu'à Save, il y a eu un arrondissement sur les 3 du centre, je crois, Plateau, qui a pu voter. Ainsi de suite, Charou, il n'y a rien eu. Parakou, il y a quand même eu du mouvement. Alors, l'un dans l'autre, il est possible qu'il y ait eu des distorsions. Mais je signale en même temps que la question de savoir quelle est la fidélité, quelle est la sincérité des résultats dont se prévaut désormais la Sénat, au vu de ce qu'il y a eu comme manipulation dans les urnes, manipulation dans les postes de vote. D'abord, je voudrais dire que de ce point de vue, nous avons assisté, et sans vouloir généraliser, il faut bien se garder de vouloir à tout prix grossir le trait. Mais je crois que de mémoire de Béninois, c'est peut-être la première fois qu'on observe cette frénésie au bourrage d'urnes. Et ce n'est l'apanage de personne. En réalité, ça indique un défaut du système. Et on va à des élections où le pluralisme n'est pas bien assuré, où les forces politiques même ne sont pas bien assises. Et je peux dire avec la plus grande certitude qu'aucun des 3 duos n'a pu être représenté dans les 13 000 postes de vote. C'est quand même un questionnement. C'est une démission des partis politiques par rapport à leur mission de surveillance même du scrutin. Avec une absence plus remarquable du côté des 2 autres duos. Fatalement, RLC, parce que FCBE. encore plus le duo Koroué qui n'est pas réellement assis sur un parti politique, qui a participé aux élections comme le FCBE, qui a quelques relais sur le terrain, qui survivent. Mais du duo Talata et du duo Talon-Talata, on s'étonne également qu'il n'y ait pas eu de la rigueur dans la présence, de la surveillance. Et quand on s'est retrouvé seul, la tentation a été forte. Et elle n'est l'apanage de personne, je continue de le dire, si vous vous retrouvez seul et sans surveillance, et vous êtes tenté de transgresser, de bouleverser tout. Et finalement, quelle est la sincérité de ce qui a été présenté à partir des postes de vote? Ce n'est pas la Sénat en tant que telle qu'il faut Vous doutez des chiffres incriminer. de la Sénat? Non, on ne peut pas. Je dis c'est des chiffres altérés. Parce que vous évoquez là les cas de bourrage d'urnes, des fraudes. Oui, quand c'est comme ça, oui. Quand les candidats n'ont pas surveillé leur affaire, entre guillemets, un observateur, et nous aurons ces travers-là, un observateur n'est pas un acteur actif du scrutin. Un délégué de candidat, un représentant de candidat, a la latitude à tout moment, est fondé par la loi à intervenir, à faire observer des choses au président du bureau de vote et à exiger leur mention au procès verbal. J'ose croire que la Cour constitutionnelle a eu quelques délégués sur le terrain pour se faire sa religion et que surtout doté du pouvoir de réformer les résultats là où il n'y a pas eu régularité, sincérité, et elle nous donnera une meilleure photographie de ce qui s'est passé. Et donc, ce n'est que ça qu'on peut dire. Vous assumez les 26% annoncés par la plateforme. Oui, conformément au déploiement que nous avons fait et sous réserve de vérification. Il n'est pas question de se dédire pour se dédire. Ou, non, ça n'a pas de sens. Et nous sommes sur vos collègues, pour ne pas le nommer, Martin Sogba, qui n'applique pas également à cette mission d'observation au sein de la plateforme, qui
au cours d'une conférence de presse le lendemain de cette déclaration, a semblé contredire un peu ce que vous aviez annoncé. Oui, enfin, je le dis et je le répète, c'est par devoir de transparence que nous livrons les résultats de notre travail. Et ils peuvent comporter des biais, ils peuvent comporter des erreurs, nous sommes prêts à les assumer. Mais en aucun cas, nous n'avons jamais été habités par la volonté de manipuler des chiffres, de prendre parti et encore moins de contester les organes de gestion des élections qui ont la fonction régalienne de dire au finish ce qui est. Et si les soutiens du duo Talon-Talata n'arrivent pas à justifier leur manque de performance dans certaines circonscriptions, ou non, pardon, la circonscription est unique, dans certaines zones, bon, peut-être devons-nous souffrir d'être le bouc émissaire de ceux-là, mais la question est plus profonde et ne devrait pas s'arrêter à la divergence de taux de participation. Elle interpelle, mais il faut aller au-delà et se demander si nous avons, au sortir de ces élections, eu un système électoral qui tient la route au vu du comportement des agents électoraux, des représentants de partis. Et c'est quand même les questions qu'il faut se poser. Dans sa religion. Franck Kenevon, nous allons sortir de cette première partie de l'émission. Mais comment est-ce que vous analysez ce choix opéré par la Cour constitutionnelle qui demande donc d'exclure de ce calcul du taux de participation les arrondissements, les communes n'ayant pas pu voter? C'est tout ça qui a fait que on s'est retrouvés à plus de 50% du taux de participation et certaines parties doutent de la crédibilité même de ces chiffres finalement communiqués par la Sénat. Alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que le système électoral en lui-même n'a pas de problème. Mais c'est le contexte, l'environnement de mise en œuvre de ce système qui pose problème. Parce que, pour moi, je ne peux pas comprendre que les candidats n'aient pas pu envoyer des représentants au niveau de tous les bureaux de vote. Parce que quand même, au niveau des 3 duos, on a 2 duos qui sont soutenus par des partis politiques et qui auraient pu véritablement être déployés sur le terrain comme en 2016. C'est le même système pratiquement. Donc, il y a cette faculté que le système offre aux candidats pour leur permettre de s'assurer par leurs représentants de la transparence, de la régularité du scrutin qui n'a pas été utilisé. Ça, c'est un élément qu'il faut évoquer. C'est peut-être l'environnement qui a précédé le vote qui explique cela. L'un dans l'autre, moi je pense que la Cour constitutionnelle va fixer les uns et les autres, justement parce que lorsque vous tamponnez des bulletins que vous mettez dans l'une et que au niveau de la liste de vote, vous ne mettez pas les empreintes qu'il faut, la Cour en tirera les conséquences. Deuxièmement, si les pièces qui permettent à la Cour d'apprécier la qualité du vote ne sont pas disponibles, la Cour en tiendra compte. Mais par rapport à votre question précise, je sais que en 91, alors qu'il y a eu violence au nord et que des localités n'ont pas pu voter au nord, il était question de reprendre le scrutin dans ces zones-là, mais la jurisprudence de la Cour, je crois que c'est le Haut Conseil de la République qui faisait office de la Cour, la jurisprudence était claire, étant donné que le vote de ces localités-là, mis ensemble, n'influence pas véritablement l'issue du scrutin, il n'est pas nécessaire de reprendre le vote dans ces localités-là. Et donc, lorsque ces localités sont exclues du vote, il est normal pour avoir un taux de participation plus réaliste de les extraire de la liste électorale pour que le taux de participation
reflète la réalité de ceux qui ont eu l'opportunité de voter, mais qui ne l'ont pas fait. En ce moment, on peut avoir un taux d'abstention. Vous permettez, voilà un débat que nous avons manqué de faire et qui nous rattrape aujourd'hui. Le nombre N d'inscrits est universellement défini à une signification. N'allons pas chaque fois glisser. C'est pas un nombre relatif, c'est un nombre absolu. Il faut suivre la Cour quand elle dit, à défaut d'avoir radié nommément les défunts, parce que nous ne déclarons pas comme il faut la suivre dans ce qu'elle suggère de retirer les 562 000 qui ont été dégagés par une étude de l'INSAE. Mais après ça, ce nombre-là est le repère absolu qui ne saurait varier. Après, on peut faire des analyses, on peut mitiger, faire des commentaires, expliquer que qu'on n'a pas pu voter effectivement dans telle zone, que ça touche tant d'électeurs, et je suis absolument d'avis avec vous que la norme ou le critère de l'influence déterminante est fondamental en droit électoral pour avancer. On n'annule pas pour le plaisir d'annuler. Je suis encore d'accord avec la Cour quand elle a refusé d'annuler les élections dans quelques communes. Je crois qu'il y a eu un recours qui a conduit à des décisions avant même celle des résultats, quoi. Et donc, vous voyez, nous commençons à glisser sur les notions et ça nous fait des polémiques inutiles. Et dans notre pays, j'ai l'espoir, je voudrais espérer en tout cas qu'on reviendra à quelques fondamentaux qui nous mettent tous d'accord afin de passer à autre chose. L'émargement qu'on fait n'est pas une source de transparence. Et on voit très bien que c'est une faille qui permet de voter à la place d'autres personnes tant qu'on n'a pas d'appareil pour décrypter l'empreinte, voilà. Ainsi de suite. C'est assez difficile. Alors, vous allez donc rester sur place, Franck Kenevor, joueur la tête Gedegbe. On va marquer juste une pause, on revient toujours derrière pour la deuxième partie.